Comme vous le savez, d'après la tradition, on apprend beaucoup de la Torah que nous enseignent nos maîtres. On n'apprend pas moins en voyant nos maîtres fonctionner. Le fonctionnement des maîtres, chez les Avot, il s'appelle Sichatan shel Avdei Avot. L'enseignement chez les Avot, il s'appelle Toratan shel Banim. D'accord? Alors, en quoi est-ce que l'un et l'autre sont différents? Ainsi, la Torah, on l'apprend aussi bien dans l'exemple que dans l'enseignement. Pourquoi on va partager ce que les Avot nous ont apporté en deux parties? Et en fait, on va expliquer que dans la façon d'enseigner, ou plutôt dans la façon de communiquer, donc dans le sens de la parole, ou plutôt l'effet de la parole, voilà, je vous parle, ça a un effet. Ok? Il y a deux paroles, deux effets. Il y a une parole, d'abord vous savez très bien que la parole, c'est une arme. C'est-à-dire quoi, c'est une arme? C'est-à-dire qu'en fait, avec la parole, on peut dominer. Celui qui détient la parole, il a la capacité d'influencer. Celui qui sait influencer, il peut dominer celui qui l'influence. Je n'ai pas poussé forcément à l'extrême, j'ai expliqué l'effet, la force, la puissance de cette notion dans la vie qui s'appelle le mot, la parole, une parole. Maintenant, moi, je vais essayer de dire qu'en fait, on va départager encore une fois en deux cette faculté qui s'appelle la parole. Et grosso modo, il y a deux types de paroles. Il y a une parole qui n'a de sens que parce que quelqu'un m'écoute. Et il y a une parole qui est une valeur en soi, que l'on m'écoute ou que l'on ne m'écoute pas. J'explique. Quand je parle, ok, je vais expliquer quelque chose. Cette parole, il faut qu'elle soit comprise. Imaginez que je donne un cours et personne ne m'écoute, mon cours, il vaut rien. Même si ce que j'ai dit aurait pu être très intéressant. Mais il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens à des mots que l'on dit et que personne n'écoute, et que personne ne comprend. Quand par exemple vous discutez avec quelqu'un, il vous dit des phrases et vous ne comprenez pas, et puis il vous dit « c'est bon, je me comprends ». C'est nul. Parce que tu te comprends même si tu te tais. D'accord? Alors que la parole, elle sert à autre chose. Mais, pardon? D'accord, mais pourquoi moi alors? Parlez à quelqu'un d'autre, pourquoi moi? J'ai une idée, prenez un mur, il ne va pas vous embêter, il ne va pas vous contredire et vous vous comprendrez parfaitement. C'est parce que j'appelle un dialogue. D'accord? Il est évident que l'une des conséquences du fait d'expliquer aux autres fait que moi-même je comprends mieux. C'est certain, je le vis au quotidien. D'accord? Mais ce n'est pas le but. Vous n'êtes pas venu juste pour m'aider à mieux comprendre. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ouais. Non, mais vous êtes qu'une seule. Vous êtes la seule. Parce que les autres, je les connais un peu, vous, je ne connais pas. Les autres, je vous garantis, c'est pas pour ça qu'ils viennent. Ok? Maintenant, une discussion, un échange, il est basé sur la compréhension de l'un et de l'autre. Alors écoutez bien, parce que je voudrais, pour asseoir cette théorie, je voudrais prendre un mot que je vais expliquer. Et ce mot, par définition, c'est le mot Mila. C'est quoi Mila? Un mot. Ok? C'est tout, ça veut dire que ça, Mila? Ah. Mila, c'est la circoncision.
D'accord? Non. Alliance, c'est Brit. Mila, c'est coupé. La moule est béno. Il a circoncis, donc c'est-à-dire qu'il a enlevé quelque chose de son fils. Donc, le mot Mila, en hébreu, il veut dire un mot, mais il veut dire aussi couper. Alors, on va expliquer ce que ça veut dire. Pour trouver la définition d'un mot, on va être obligé de passer par l'action qui consiste à découper, à couper. Ok? C'est quoi couper? Couper, c'est quand vous avez un élément qui est composé de plusieurs parties, qui font un seul bloc, et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous coupez. C'est-à-dire vous séparez les éléments, ok? Et du coup, vous en avez plusieurs. Pour que mes mots aient un sens, il va falloir que j'utilise des phrases. Mais vous savez ce que c'est que l'art de la parole? C'est de choisir correctement ces mots à l'intérieur de phrases. J'explique. Je vais donner une explication de quelque chose. Ok? Je vais utiliser 20 mots pour définir une notion. Sur les 20 mots que j'utilise, il y en a très peu qui sont la définition de ce que je veux expliquer. Mais les autres mots qui ne sont pas la définition, ils sont indispensables. Pourquoi? Parce que c'est par eux que le mot qui va définir, il va trouver tout son sens. Mais ce n'est pas seulement dans une définition. Imaginez que je veux exprimer quelque chose. Par exemple, je vais vous dire, je vais vous raconter par exemple que j'ai très très froid. Et je vais vous dire, je me sens pas bien et j'ai vraiment très froid. C'est quoi le mot qui compte? Froid. J'aurais pu dire froid. Mais moi, je veux que vous compreniez vraiment, je vais mettre en valeur ce froid-là. Et je vais dire, je me sens pas bien, j'ai vraiment très froid. Regardez combien de mots pour arriver au froid. Ça s'appelle découper une phrase. Ça s'appelle se servir de chaque élément de la phrase, mais en fait, pour faire ressortir un mot. Vous vous rendez pas compte? Mais les gens qui vous expliquent, qui nous expliquent, les gens qui veulent nous convaincre, ils vont devoir utiliser cet art qui consiste à exploiter des mots qui ne sont pas forcément indispensables pour valoriser ce qui va être indispensable. Ok? Comment on dit couper en hébreu? De plein de façons. Il y a une façon pour dire couper. Oui, ça je sais. Vous en connaissez plusieurs. Ok? Il y en a une, c'est l'ixor. N'est-ce pas? Quand vous allez chez le coiffeur, vous ne dites pas tartorli séharot. Ok? Il va être gozer des séharot. Quand par exemple quelqu'un coupe un tissu, il a un morceau de tissu énorme. Il peut faire un habit magnifique, mais pour faire un habit magnifique, il va falloir qu'il coupe le tissu. On dit l'ixor. Mais le mot l'ixor, il veut aussi dire autre chose. Pardon? C'est-à-dire, voilà, l'ixor, c'est décréter. Ok? C'est quoi un décret? Un décret, c'est un mot que l'on m'impose et ma compréhension ne va absolument pas valoriser ou atténuer l'effet de ce mot-là. L'effet de cette xéra, de ce décret. Le décret, c'est la parole par définition qui s'impose indépendamment de celui qui écoute ou qui n'écoute pas. Ok? Donc par exemple, imaginez que moi je vous fasse un cours de halakha et je récite. On n'a pas le droit de faire ceci, pas le droit de faire cela, pas droit, pas droit, pas droit. Vous ne m'avez pas écouté. À la limite, ça ne change pas grand-chose. J'aurais voulu que vous m'écoutiez. Mais moi, j'ai juste énoncé des choses qui sont des faits établis. Par contre, quand je vais expliquer, mon explication, elle va dépendre de votre compréhension. Si je vois dans vos yeux un regard
J'ai des exemples là sous les yeux, un peu vides, vous voyez, genre... vous ne savez pas s'ils ont compris, pas compris, aimé, pas aimé. D'accord? Fin de journée, mais début de semaine quand même, quoi, vous voyez? Vous voyez faire un effort. Eh ben, forcément, ça va avoir un impact sur celui qui vous parle. Mais si, au contraire, quand vous parlez à quelqu'un, vous voyez de l'intérêt, ou bien, ah là, il n'est pas d'accord, ah là, eh ben, ça va aussi avoir un impact sur votre façon de lui parler. Vous voyez? Xéra, et au contraire, parole qui est un échange. Mais il faut savoir autre chose, c'est que le même mot, mila, qui veut dire mot, qui veut dire couper, il veut dire autre chose. Alors on ne va pas rentrer dans les détails de la Brit Mila, mais vous savez qu'une Brit Mila, c'est quoi une Brit Mila? La plupart des gens ils vous diront, c'est couper, ce qu'on appelle le prépuce. Mais c'est pas ça une Brit Mila, c'est pas que ça. Dans une Brit Mila, il faut faire deux choses. Il faut sectionner le prépuce, d'accord? Et il faut retourner une peau, ce qu'on appelle en hébreu la priya. Priya. D'accord? Et il y a une grande marloquette entre les poskim pour savoir si l'un des deux est seulement valable. Ok? Par exemple, il y a des enfants qui naissent qui sont déjà mahoul. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de prépuce. Qu'est-ce qu'on fait? Vous ne savez pas, vous, parce qu'on va faire une Brit Mila quand même. Il y aura toute la musique, les chansons, la maman rassera, le petit déjeuner, tout. Mais le mot elle, il ne va pas couper, parce qu'il n'y a rien à couper. Alors il va juste sectionner un peu la peau, il va la retourner, il va faire la priya. Dans une mila normale, il va faire les deux. Et s'il a fait que couper, il n'a pas fait la priya, donc c'est une grande marloquette. Donc il y en a qui veulent dire comme ça, que le mot mila, il veut dire couper. D'autres disent non, le mot mila ne veut pas dire couper, il veut dire découvrir. Vous prenez la peau, vous la retournez, vous découvrez quelque chose. La priya. Donc mila, c'est quoi? C'est couper ou c'est découvrir? Et dans le contexte du mot, quand je traduis le mot mila par le mot rien à voir avec la circoncision, eh bien ça veut dire les deux. Comme je vous l'ai expliqué. D'un côté, c'est quoi? C'est séparé. Pourquoi? Parce que pour qu'un mot il ait un sens, il faut le mettre en valeur avec d'autres mots. Mais justement, lui, en hébreu, on va dire il va être bolette. D'accord? C'est qu'il va ressortir du reste de la phrase. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ce mot-là? Il va se découper littéralement. D'accord? Il va ressortir. Donc, il va se dévoiler. Donc, j'ai fait les deux choses en un. Quand j'ai prononcé une parole que je vous ai expliquée, j'ai dévoilé un mot, mais en même temps, j'ai sectionné pour que ce mot-là il soit séparé du reste, pour que vous compreniez que c'est là que se trouve le véritable message. D'accord? Vous voyez, ça, c'était juste un exemple. Un exemple. Pour expliquer que, en fait, une parole, elle peut être les deux. On va voir dans la Torah souvent, par exemple, quand la Torah, elle dit comme ça, elle dit, quand tu enseignes la Torah, il y a marqué « Kotomar les bet Yaakov, Vetaged livne Israël ». C'est un passage qui est connu. Rashi, vous savez ce qu'il explique, Rashi, sur ce verset-là? Il dit « Lorsque tu enseignes aux femmes, Bet Yaakov », c'est pour ça que les écoles de filles s'appellent Bet Yaakov. Alors, qui tomar les Bet Yaakov? Tu emploies le mot « les morts ». Par contre, quand tu parles à Israël, venez Israël, Taged. C'est quoi la différence? C'est que Taged, c'est la shon tzivouille, c'est la shon kasha, c'est un langage qui est ferme, alors que Tomar, c'est un langage qui est plus souple. Où ça veut dire qu'on s'adapte à celui à qui on parle. Ah, pourquoi les femmes, il ne faut pas leur parler méchamment? Pas ça qu'on veut expliquer. On veut expliquer qu'il faut respecter la sensibilité de chacun. Et vous savez, moi ça m'amuse beaucoup, ou plutôt ça me déprime, quand je vois, je le répète souvent, quand je vois les femmes qui militent soi-disant pour des droits qu'elles pensent ne pas avoir. Ok? Nous, dans la Torah, on a toujours eu une vision très claire des choses. À un homme, on parle comme à un homme, à une femme, on parle comme à une femme. Et c'est au contraire, parce que dans la société, on veut, soi-disant, uniformiser
et faire une pseudo-égalité que finalement on ne s'y retrouve plus. On ne s'y retrouve plus. Je pense que chacun d'entre vous, quand il parle à son père ou quand il parle à sa mère, il n'a pas tout à fait la même façon de s'exprimer. Il y a des choses, vous le dites à un garçon, ça ne lui fait rien, et une femme, ça peut lui faire beaucoup de peine, et vice-versa. Un garçon, il peut se vexer pour pas grand-chose, et cette même phrase, pour une femme, elle verra rien d'incroyable. Ok ? Mais en tout cas, on voit qu'il y a deux façons de parler. Une façon dans laquelle on impose, dibour, et une façon dans laquelle on est attentif à la façon dont l'autre comprend ce que l'on va dire. Sous-entendu, si j'ai dit un mot, une phrase, j'ai expliqué quelque chose, et que je n'ai pas tenu compte de la façon dont l'autre le percevait, ma phrase n'a pas de valeur. Ok ? Et en fait, vous remarquerez, on en a parlé dans un cours il n'y a pas très longtemps, que l'un des plus grands drames de la vie, c'est le décalage qu'il y a entre celui qui parle et celui qui écoute. Et combien de fois dans nos vies on dit « mais je t'ai dit » et l'autre il dit « tu m'as pas dit » et les deux ont raison et les deux ont tort. C'est juste que celui qui a dit, il a dit d'une certaine façon, et celui qui écoutait, il écoutait d'une autre façon. Donc il est convaincu qu'on ne lui a rien, on ne lui a pas dit, alors que l'autre il est convaincu de l'avoir dit. Et les deux ont raison. Les deux ont raison. Ok ? Et vous savez, ça porte un nom, ça. Un nom que tout le monde connaît parce que dans la prière de tous les jours, on le dit. On le dit dans un passage qui est juste avant le schéma, dans lequel on parle des malachim. Ok ? Et à ce moment-là, on dit comme ça, on dit les malachim, ils comprennent. Mashmi'im be'ira yachad bekol divrei Elokim chaim ou melech olam. C'est-à-dire qu'ils sont mashmi'im, ils sont à l'écoute avec beaucoup de crainte de ce que dit Akadosh Baruch Hu. Et on rajoute, qu'est-ce qu'on rajoute ? Vous vous rappelez, kulam ahovim, kulam berurim, kulam giborim, kulam kedoshim, etc., etc. Et après, on va terminer en disant Benotnim rishut zelazé lagdi shetra benachat roach besafa. Ouais, c'est les femmes qui ont répondu en premier. Besafa beroa. D'accord ? Et regardez, on utilise le mot deux fois. Ok ? Une fois, on dit kulam berurim, en parlant des malachim. Et une fois, on dit besafa beroa. Et si vous avez une fois pris le temps de comprendre ce texte, dans ce texte, on raconte, et donc c'est un petit peu comme une aspiration, on dit c'est les malachim, comme ils comprennent parfaitement ce que Hachem leur dit, et qu'ils se comprennent parfaitement mutuellement, ils disent tous parfaitement la même chose. Qu'est-ce qu'ils disent ? Kadosh, 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 Hachem Tsevaot, Melo Kol Haaretz Kevodo. Et donc on va dire dans la Kedusha même de Shalavant, on va dire Yachad, Kulam, Omrim, Yachad. Ils sont tous ensemble. Et pourquoi ils sont tous ensemble ? Et l'explication, c'est dans le mot Kulam Berurim. C'est quoi quelque chose de barour ? Ouais. Comment on arrive à la clarté ? Qu'est-ce qu'une chose claire ? Comment ? Oui, mais comment on y arrive ? Comment ? J'entends pas. Ouais. En disant 100% de la chose. Et si c'était le contraire ? Et si c'était le contraire ? Qu'en fait, les choses claires, ok, c'est quand on fait attention de dire ce qu'il faut dire et de ne pas dire ce qu'il ne faut pas dire. C'est que j'explique. Quand je veux être compris, écoutez, je vous donne un petit secret, très simple. Peut-être même vous le connaissez déjà, sûrement. Vous voulez être compris ? Je vais vous dire, moins vous en dites, et plus vous serez compris. C'est vrai. Le réflexe souvent qu'ont les gens, c'est d'en dire beaucoup, 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 soi-disant pour être compris. Mais ils oublient une chose, c'est que c'est le contraire. C'est le contraire. Quand vous répétez quelque chose à quelqu'un plusieurs fois, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe ?
Il ne vous écoute plus. Quand vous voulez dire quelque chose et que vous en rajoutez, c'est plus clair, quoi. Vous l'avez embrouillé la tête. Votre discours n'est pas clair. Maintenant, le problème, je vais vous dire quelque chose. Vous savez pourquoi souvent les gens me parlent trop? Moi, je m'amuse toujours. Vous remarquerez, quand un rabbin commence un discours en disant « je vais être bref », il va être long. Pourquoi? Je me moque de personne. Je vous explique. Quand quelqu'un dit « je vais être bref », ça veut dire quoi? C'est-à-dire « j'ai pas grand-chose à vous dire, donc ça va aller vite ». Ok? Quand quelqu'un il sait ce qu'il va dire, il n'a jamais le sentiment qu'il n'a pas grand-chose à dire. Quand quelqu'un a le sentiment qu'il n'a pas grand-chose à dire, c'est un réflexe, il va en rajouter parce que ses idées à lui, elles ne sont pas claires. Quand on donne un enseignement, d'accord, par exemple de Torah, il faut aller exactement là où on veut arriver. Vous savez comment vous allez commencer, quel va être le centre de ce que vous allez dire et comment vous allez conclure. Si je ne maîtrise pas bien ce que je veux dire, si je n'ai pas les idées claires, je vais me sentir obligé d'en rajouter sous prétexte que c'est comme ça qu'on va me comprendre. Et c'est une grande erreur. Grande erreur. Maintenant, attention, j'ai rien contre les gens qui se parlent beaucoup. Dans une relation, la parole est importante, mais pas pour ce que l'on dit. Pour l'échange. Mais quand vous avez quelque chose d'important à dire, il faut le dire de la façon la plus précise possible, donc la plus concise. Et ce que nous dit cette prière, c'est que les malachim sont des êtres privilégiés. Pour devenir malach, il n'y a pas un examen, je vous rassure, on ne va pas y arriver, nous. Mais il y a un tri. C'est quoi un tri? C'est que le malach, c'est une créature qui est extrêmement limitée. Tout le monde sait que pendant un malach, il existe pour une seule mission. Pourquoi pas deux? Pourquoi on n'a pas exploité de façon plus intelligente les malachim? Mais non, parce que c'est toute sa dimension au malach. Pour que le malach soit efficace, il faut qu'il soit précis. La précision, c'est qu'il a une chose à faire. Donc le malach, s'il parle, apparemment ils se parlent, d'accord, puisqu'ils se comprennent les uns les autres, ils ne se racontent pas des salades. Ils disent exactement ce qu'ils sont censés dire. Voilà ce que c'est quelque chose de barour. À l'inverse, c'est quoi quelque chose qui n'est pas barour? C'est que moi je vous ai parlé, mais comme je n'avais pas les idées claires, vous n'avez rien compris. N'est-ce pas? Pour que vous me compreniez, il aurait fallu que j'en dise beaucoup moins. Mais pour que j'en dise beaucoup moins, il aurait fallu que je fasse un tri. Et pour que je fasse un tri, il aurait fallu que j'ai des idées claires. Bon, vous avez compris l'enchaînement. D'accord? Alors, encore une fois, il y a la parole qui a comme fonction l'influence, et il y a la parole qui a comme fonction l'énoncé d'une réalité. Vous comprenez, tant mieux, vous ne comprenez pas, c'est pas grave, ça ne change rien. C'est pas pour ça qu'on nous a dit cette chose-là. Ok? Alors on va nous expliquer la chose suivante, c'est que les Avot, dans leur vie, il y a une énorme part de leur vie, une énorme partie, qui s'appelle Siratan Hachel Avde Avot. Ça veut dire le vécu, vous voyez la discussion. Par exemple, on va me raconter que Abraham dit à Eliezer, ok, va me chercher une femme, et tu vas faire ceci, ceci, cela. Et puis après, la Torah me raconte que Eliezer, il a fait ceci, ceci, cela. Et vous voyez des versets, et des versets, et des versets, pour me raconter une tonne de choses que j'aurais pu résumer en 2 phrases. Et puis après, il arrive, et il voit Rivka, et il lui dit ceci, elle lui répond cela. Alors il lui redit ceci, alors il lui répond cela.
Et puis des fois, vous avez des années de vie qui sont passées en inversé. Mais ce n'est pas que ça, Siratan Shalov Avot. Ce n'est pas que l'histoire des serviteurs. C'est pas ça. C'est pas que ça. En fait, il y a dans la vie des Avot une énorme partie dans laquelle, écoutez bien, ils ont un rôle. C'est comme le rôle du roi par rapport au serviteur. Vous savez comment un roi parle à son serviteur? Vous ne savez pas, hein? Parce que vous n'êtes ni roi ni serviteur. Bon non plus d'ailleurs. Ok? Mais on imagine facilement qu'un roi, il dit ce qu'il a à dire. Et il ne demande pas au serviteur, c'est bon? Tu es d'accord? Ça te convient? T'as compris? Le malheureux serviteur, il n'a pas compris. Ça peut lui être fatal. C'est ça un roi, un serviteur. Dans l'histoire du peuple juif, les Avot, ils ont joué un rôle de roi, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils ont imposé des choses. Elles sont imposées. Il n'y a pas à discuter. Je peux vous donner plein d'exemples, mais qui ne sont pas forcément des exemples dans la relation entre le Hav, Avraham, Isaac et Yaakov, ou même, attention, les Imaot, c'est pareil, et leurs serviteurs. C'est pas ça que je veux expliquer. C'est que la Torah nous raconte qu'il y a eu des choses, c'est comme ça que les choses devaient se passer. Je vous pose une question. On a tous demandé un jour, pourquoi est-ce qu'Abraham, il fait croire que Sarah c'est sa sœur, pour ne pas que Pharaon le tue? Quand il a peur, il n'a pas confiance en Dieu. Question. Retourner là dans tous les sens, c'est une vraie question. Pourquoi est-ce que Yitzhak, il refait la même chose avec sa femme contre Avimelech? On est encore plus perdu. Et il y a comme ça un tas de choses dans la Torah, on ne comprend pas. Et on ne comprend d'ailleurs même pas pourquoi la Torah nous le raconte. Ça s'appelle Siratan Shalov Avot. C'est la vie des patriarches. Cette vie-là, ce sont des normes qu'ils ont instaurées dans le monde. Ce sont des xérotes. Allez les comprendre. Vous savez quoi? Pas besoin de les comprendre. Ce n'est pas le but. Le but, c'est qu'on le sache. Qu'on le sache. La Torah elle me dit, Yitzhak, il aimait Esav, Rivka, elle aimait Yaakov. Et on va discuter pendant des heures et des jours et des années pour comprendre pourquoi et pourquoi pas. C'est comme ça. C'est comme ça. Yaakov, Akadosh Baruch Hu, il dit à Abraham, tu auras un fils qui s'appelle Yitzhak. Et Abraham, qu'est-ce qu'il dit? Attends, protège-moi Ishmaël. Aïe. On va en souffrir toute l'histoire. C'est comme ça. Xéra. On ne va pas demander aux Juifs, vous êtes d'accord que Ishmaël vive? Non. Abraham, il a dit, Ishmaël aussi doit vivre et doit avoir sa place. J'ai plein d'exemples comme ça. C'est la vie des Avot. Les Avot ne sont pas des gens qui sont obligés de nous donner des comptes ou des explications. Ils ont un discours, ça veut dire un vécu, qui définit les choses. Mais les Avot, ce n'est pas que ça. Les Avot, c'est aussi la Torah. C'est quoi la Torah? C'est leur enseignement. Leur enseignement. C'est-à-dire que dans leur façon de vivre, ou dans leur discours, ou dans leur comportement, ou appelez ça comme vous voulez, il y a aussi une Torah. Un enseignement sur lequel moi je vais réfléchir, on va discuter ensemble, on va essayer de comprendre. Et regardez, le jour où la Torah me raconte que Yitzhak il préférait Esav, et qu'après, elle me dit que Yitzhak a décidé de bénir Esav. Vous vous rappelez l'histoire? Alors Yaakov, sous l'impulsion de sa mère, va se déguiser, il va venir à la place de Esav, et son père, il est très perturbé, il dit, je ne comprends pas. C'est Yaakov ou c'est Esav? Et la réponse est encore plus ambiguë. Ani, virgule, Esav bechorecha. C'est moi. Bon, Esav, c'est ton aîné. Mais vite dit, ça donne c'est moi, Esav, ton aîné. Alors Yaakov dit, Yitzhak dit à son fils, viens que je te touche. Et là, qu'est-ce qui se passe quand il le touche? Il dit, Akol, kol Yaakov, vadaï m'aider Esav. Il dit, je ne comprends pas, il y a un problème. Il y a un décalage. Il y a un décalage entre une personne qui parle, donc une voix, ça veut dire une personne dont l'existence, c'est la parole. Et une personne dont l'existence, c'est pas la parole, c'est quoi? C'est les actes, c'est les mains. Dites-moi, mes chers amis, qu'est-ce qui est plus important, la parole ou les actes? Ah ouais?
Non mais si vous devez choisir entre les deux. Attendez, vous avez oublié qu'on vient de dire Akol, Kol, Yaakov, Edaim et Esav. Évidemment que les deux sont importants. Je t'ai demandé de choisir. Quand les Juifs ont reçu la Torah, ils ont dit quoi? Ça veut dire quoi? On fera, et on comprendra qu'est-ce qui est plus important. Qu'est-ce qu'ils ont mis en premier? L'action. Pourtant, l'action, mes chers amis, c'est Esav. C'est Esav. D'ailleurs, c'est son nom. Esav vient du mot Laasot. Alors que Yaakov, non, il n'est pas dans l'action. En tout cas, on a l'impression qu'il l'est moins que Esav. Alors en fait, Esav, c'est quoi? Quoi, Esav, il ne parlait pas? Esav, c'est l'action, ça veut dire la réalité des choses. Yaakov, c'est autre chose. Yaakov, il est dans la transmission, il est dans la compréhension. C'est que Yaakov, il essaie de comprendre les choses par rapport à ce qu'elles sont. Je vais vous donner un exemple. Je crois que c'est un exemple qui est magnifique. Et cet exemple, évidemment, il va avoir des répercussions incroyables, si on lui donne véritablement son sens. La Torah raconte dans la paracha de Vayetze. Donc il a reçu les brachot à la place de Esav. Esav est fou de rage et il se jure de tuer son frère. Alors sa mère va le voir à Yaakov et elle lui dit « Écoute mon fils, il faut que tu partes ». Elle l'envoie chez Lavan. Et dites-moi, il va le tuer chez Lavan, Esav ou pas? Pourquoi il l'a pas tué? Il avait juré de le tuer, c'est rien faire le voyage jusqu'à chez Lavan, un squeak, et puis on en termine. Pourquoi il ne l'a pas fait? Hein? Non, il n'a pas resté avec son père, Esav. Non. C'est vrai que tu as raison, que quelque part, il ne voulait pas faire de peine à son père, etc. Ok. Mais on a l'impression que tant qu'il est chez Lavan, il risque rien. Et dès qu'il revient de chez Lavan, paracha la semaine prochaine, qu'est-ce qui se passe? Là, il commence à trembler. Il envoie des cadeaux, il se prépare à la guerre. Qu'est-ce qui empêchait Esav, d'aller chez Lavan? Pourquoi Lavan? Hein? Et alors? Tu crois que Lavan, il allait protéger Yaakov? On voit bien que non. Alors, il y a une idée qui est très, très, très intéressante. Ok? D'abord, je pourrais répondre très simplement à cette question en disant que, en fait, Esav, il a été rassuré quand Yaakov est allé chez Lavan. Il s'est dit, ah, il a reçu les brachot, soi-disant parce que c'est un tzaddik. Évidemment que c'est un tzaddik, il vit à côté de son père et sa mère qui sont des tzaddikim. Il va aller chez Lavan, il va se faire influencer, il va changer, et les brachot vont me revenir de droit. Et il s'est dit, tu vois, j'ai même pas besoin de le tuer. Que dit Yaakov quand il revient de chez Lavan? Bravo. Im Lavan Garti. Dans le message qui est passé à son frère, il dit « J'ai habité chez Lavan. Garti, c'est les mêmes lettres que Tariag. J'ai fait toutes les mitzvot. J'ai fait. » Il parle à Esav son langage. Il ne dit pas « J'ai étudié la Torah ». Il dit « J'ai fait les mitzvot. T'as peur de toi. J'étais chez Lavan, j'ai pas changé. Tu vois, t'es trompé. » Mais encore une autre explication. L'autre explication, c'est que la force de Yaakov, c'est d'être, écoutez bien, ce qu'il a décidé d'être. Vous vous rappelez, un jour, on a fait un cours pour expliquer si le blanc est une couleur ou pas. Couleur ou pas? Hein? Qui a dit non? Toi, tu as dit non? Pas une couleur? C'est la plus belle des réponses. Comme tu as raison de rien dire. Qui a dit c'est une couleur? Il y en a une, j'ai dit une couleur, je ne suis pas fou. Voilà, ça c'est ceux qui étaient au cours. C'est que, enfin vous aurez pu l'apprendre d'ailleurs aussi, mais c'est qu'en fait on a toujours expliqué que le blanc c'est pas une couleur. Pas une couleur. C'est ce qui permet aux autres couleurs d'exister. D'accord? Donc en soi-même, ce n'est pas une couleur, mais elle a la valeur d'une couleur, parce que jamais le rouge ne sera aussi rouge que sur le blanc. Donc elle valorise les couleurs dont elle est le fond. Ok? Donc en fait, elle n'est rien. La vanne, c'est ça. Écoutez bien. La Torah, elle dit comme ça. Yaakov est parti de Beersheva. Vaïvga Bamakom.
Deuxième verset de la paracha de cette semaine. Vous pouvez me le traduire, cette expression, Vaïvga Bamakom? Facile. Non, Vaïvga, déjà, c'est pas s'arrêta, c'est atteindre. Donc il a atteint. Ouais, dans l'endroit, bon, si vous voulez. D'accord? Le dans, il ne m'intéresse pas tellement. Ce qui m'intéresse plus, c'est l'article défini. Il est arrivé dans l'endroit, à l'endroit, comme vous voulez, mais un article défini. On ne nous dit pas qu'il est arrivé dans un endroit, à un endroit. Alors moi, je pose une question, quel endroit? Hein? Ouais. Mais je ne sais pas qu'on parle de là-bas, moi. Alors la Torah, elle continue. Et elle lui dit qu'il a dormi, il a pris les pierres, vous connaissez l'histoire, etc. Et de nouveau, Vaishkav, Ba Makom Haou. C'est carrément cet endroit-là. Vous voyez, c'est un. Ok? Et puis la Torah, elle continue, etc. Et le matin, il se réveille et il est paniqué. Pourquoi? Parce qu'il réalise que dans cet endroit, il y a quelque chose de particulier. Il a fait ce fameux rêve avec les malachim, l'échelle, etc. Alors quand il se réveille, qu'est-ce qu'il dit? Vayomer, Achem, Yesh, Hashem, Bamakom Azeh, Ve'anochilo Yadati. Donc vous avez vu que quand il est arrivé à cet endroit-là, il ne savait pas où il était. Il ne s'est pas dit, ah, tiens, c'est Aramoria, là où mon père s'est fait, il y a eu le Akedat Yitzhak. Non, il ne savait pas. Ok? Vaïra, mais Vayomar. Et donc il a eu peur et il a dit, Manora Ammakom Azeh. Alors, Yaakov, il définit l'endroit dans lequel il est. Comment il le définit? En disant Ma Nora. Ça veut dire quoi, Nora? Parce qu'il a atterri, il y avait quoi? Des lions, il y avait. Hachem, c'est pas si terrible. Et ça n'a rien de terrible. Bon, c'est vrai, vous avez raison, on dit Ael, Agadol, Agibor, vers Nora. Mais nous, on le dit parce que c'est marqué dans le texte. Hein. Mais si ce n'était pas marqué, personne de nous l'aurait inventé. D'ailleurs, il veut dire quoi le mot Nora? C'est quoi terrible? C'est quoi Nora? Moi, quand j'étais petit, on traduisait redoutable à l'école. C'est quoi redoutable? C'est-à-dire que je suis pas certain de devoir redouter Dieu. Peut-être qu'il faut que je redoute mon comportement s'il est contradictoire à la volonté d'Hachem. Mais ce n'est pas Dieu que je dois redouter. Alors écoutez bien, il y a une autre traduction. L'autre traduction, c'est quoi? Les Ramim disent, en fait, Nora, ça veut dire étrange. Étrange, c'est-à-dire que c'est méchouné. Vous avez dit les Ramim. Vous voyez? Il sent qu'il est dans un endroit pas tout à fait normal. Mais en même temps, il dit Achem yesh Hashem bamakomazi. Et pour dire Hashem, il a employé le mot Yudkevavke. C'est quoi la valeur numérique de Yudkevavke? Pour les enfants. Mais si on fait une autre gématria, on fait Yud c'est 10, on fait 10 fois 10. D'accord? 5 fois 5. 6 fois 6. D'accord? On obtient le mot, on obtient le chiffre 186. Ok? Et un 186, c'est-à-dire qu'il y a deux haies. Yud fois 10, ça fait 100. Et fois 5, ça fait 25, mais il y a deux haies, ça fait 50. On est à 150. Et 6 fois 6, 36. D'accord? C'est la gématria du mot makom. Makom. Akadosh Baruch Hu, dans la Torah, on l'appelle makom. D'accord? Pourquoi on l'appelle makom? Alors les Chachamim vont expliquer, ils vont dire la chose suivante. Ils vont dire en fait, c'est quoi un makom? Un makom, c'est un endroit, par définition, l'endroit, il n'a pas de valeur intrinsèque, l'endroit. Vous savez que par exemple à Jérusalem, là, sur la rue King David, vous avez un prix du mètre carré qui est très très élevé. Vous savez pourquoi? Imaginez maintenant cet immeuble-là, on le rase, combien vaut le Macom? Le Macom, il vaut rien. Le Macom, il vaut parce qu'à droite, vous avez un hôtel magnifique, à gauche, vous avez un hôtel encore plus magnifique, derrière, vous avez un hôtel encore plus magnifique, et un peu plus loin, hein, vous avez le mur de la hiératica et le cotel. Ok? Mais l'endroit lui-même, il vaut rien.
Un makom, c'est vide. C'est vide. Vous voulez louer une maison, vous rentrez dans une maison, ok? Moi, je vous dis tout de suite, la maison, elle sera ce que vous l'obligerez à contenir. Mais la maison elle-même, elle ne vaut rien. Je vous ai raconté cette histoire. Un jour, j'étais chez le Rav Mordechai Eliyahu à la Vachalom. Il y a un monsieur qui rentre et qui dit, Rav, il m'arrive une catastrophe. Qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, voilà, j'ai acheté un appartement, je me suis installé, j'habite avec ma famille, etc. Il y a un des voisins qui m'a raconté que c'était un endroit de znout, de prostitution. Cette maison-là. Je suis malade, machin, comment je... C'est vrai, c'est pas agréable. Le Rav, il a dit, alors? Il a dit, voilà ce que tu vas faire. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas brancher des cours de Torah. Ok? Mais avec le volume... pas au max, mais genre qu'on entende bien. Que les murs, ils entendent des livrets Torah. Maintenant, si ça te saoule, il n'y a pas de problème. Le matin, quand tu pars au travail, tu mets les shiurim et tu les laisses défiler toute la journée. Et il lui dit, tu vas faire en sorte que les murs, l'endroit, se remplissent de Torah. Et ta maison, elle ne risque plus rien. Voilà, mes chers amis. Il y a encore mieux. C'est d'étudier la Torah soi-même. Et là, le makom, il vaut quelque chose. Mais le makom, à la base, c'est quoi? C'est un endroit qui vaut rien. Et Yaakov, qu'est-ce qu'il dit? Tiens, c'est bizarre, Nora makom azé, parce que moi, je croyais que c'était un makom. Mais je me rends compte que non, c'est un makom qui contient quelque chose. Et regardez, Yaakov, c'est tout ce qu'il avait besoin de comprendre pour pouvoir affronter l'histoire qui va être la sienne. Alors, la Torah, elle dit, Yaakov, il lève les yeux au ciel, il dit, bon, Hachem, on fait un marché. Si tu continues à m'accompagner, alors, Ve'aya Hachem li Elohim, tu seras mon Elohim. Bizarre, hein? D'abord, Hachem lui a promis déjà 10 fois qu'il n'allait pas le lâcher. Deuxièmement, c'est quoi ce marché? Vous avez déjà vu quelqu'un qui fait un marché avec Dieu? Vous avez déjà vu, sûrement. Hein? Mais c'est pas bon. On ne faut pas jouer. Ouais, je sais, il y a plein de gens. Ouais, plein de gens. Plein de gens, genre... on a tous fait. Mais ça, il ne faut pas faire un marché avec Hachem. Il ne faut pas marcher avec Hachem. Genre, si tu me donnes, je te donne. Parce que vous savez ce qu'il risque de nous dire Hachem? Tu sais quoi? Ne me donne rien, je te donne rien. C'est une erreur. Je viens de vous expliquer. Imaginez qu'Hachem vous dit, tu sais quoi, c'est bon, laisse tomber. D'accord, pas la peine. Hein? Mais évidemment, quand on fait des mitzvot, souvent on les dédie à quelque chose. Mais il ne faut pas avoir l'impression que Hachem, sous prétexte que vous l'avez fait soi-disant un beau cadeau, il est obligé de vous redonner un beau cadeau. Moi, si j'étais Hachem, je lui dirais aux hommes, tu sais quoi, regarde, d'abord rembourse-moi mes dettes, enfin tes dettes, quoi, ce que tu me dois, et après, si tu veux, je te fais des cadeaux. Bref, bon, c'est pas le sujet. Vous m'avez compris. Ok? En quoi ça va lui donner de la force? Je continue la paracha. La Torah, elle dit qu'il arrive dans un endroit, il voit les bergers regroupés autour du puits, la grosse pierre sur le puits, vous connaissez l'histoire, etc., etc. Il leur pose une question. Il leur dit comme ça, Omer lahem, Ayedatem et Lavan ben Nachor. Alors, il y a un pirouche qui dit quelque chose de génial. Il dit, Yaakov, il pensait que Lavan, il était tellement Lavan, c'est-à-dire tellement blanc, genre transparent, j'ai dit, je suis sûr que personne ne le connaît. Donc il dit, vous connaissez Lavan? Évidemment qu'on le connaît, c'est un propriétaire terrien, il était très riche, Lavan. Alors il lui répond d'ailleurs, oui, il y a Dan, on le connaît. Et les amis lui disent, c'est quoi cette question? Il aurait dû dire où il est, ou comment je vais chez lui. Alors, encore une fois, vous pouvez me dire, si la Torah raconte l'échange qu'il y a entre deux personnes, bon, c'est un langage d'être humain. Mais pourquoi la Torah, elle me raconte? Vous connaissez Lavan? Oui, on connaît. Encore une fois, vous voyez. En fait, c'est pour nous dire comme ça que Lavan, il voulait s'assurer qu'il était vraiment Lavan. Ok? Je continue. Il arrive. Ok? Et au début, Lavan, il va soi-disant dicter des règles.
Tu vas d'abord travailler 7 ans, tu vas d'abord épouser Léa, après tu seras encore à 7 ans, tu épouseras Rachel, etc. Et tout le long de cette histoire, Lavan, il essaie d'imposer ses règles. On a l'impression que Yaakov, il tombe dans son piège, mais en fait, Yaakov, il va arriver exactement à ses fins. Il va arriver là où il voulait arriver. Ok ? J'explique ce que je veux dire. La notion de Makom, mes chers amis, pour que bien vous compreniez, je vais d'abord m'arrêter sur cette notion de Makom. Le plus bel exemple de Makom dans la Torah, on n'a pas l'occasion de l'étudier de cette façon, mais je vais vous montrer, vous montrer ce que c'est étudier la Torah. On va voir les choses un peu différemment de ce qui est écrit, et après on se rend compte que c'est ce qui est écrit. Tout le monde connaît l'histoire de la traversée de la mer Rouge. Les Juifs sont poursuivis par les Égyptiens, ils arrivent devant la mer, c'est la panique. D'accord ? Tout le monde se met à crier. Que fait Moshe ? Il prie. Que lui dit Hachem ? Ils lui disent Ma titzak elai, daber el bene Israël veisaou. Pourquoi tu cries ? Dis-leur d'avancer. Alors moi je vous pose une question, mes chers amis, avancer où ? Pourquoi Hachem pense que Moshe aurait dû savoir qu'il fallait avancer ? Il n'y a pas où avancer. C'est vrai ou pas ? Elle est vraie ma question ? Il n'y a pas où avancer. Et pourquoi il n'y a pas où avancer ? Hein ? Et alors, donc il y a la mer, avancer dans la mer. Mais quoi ? Il y a fait. La mer, c'est pas un makom. Un makom, c'est un endroit dans lequel je peux exister. Un makom dans lequel je ne peux pas exister, c'est pas un makom. Vous ne pouvez pas me dire saute dans le feu, saute dans la mer. Non, c'est pas un makom. Vous ne pouvez pas me dire, tu sais quoi, j'ai une bonne idée. T'as qu'à habiter dans le désert, va, tu t'installes là où tu veux, c'est à toi. C'est pas un makom. Un endroit dans lequel je ne peux pas exister, ce n'est pas un makom. Ça, c'est la question de Moshe. Alors pourquoi Hachem lui dit avance ? Et Hachem a voulu dire la chose suivante, il dit non, t'as pas compris. C'est les hommes qui créent le makom. S'ils avancent, la mer, elle va devenir makom. Et nos Rami nous expliquent que dans cet échange très bref entre Hachem et Dieu, il y a la définition de ce que c'est makom. Écoutez bien, les Juifs avancent, ça se passe parfaitement bien. Les Égyptiens, les Juifs, qu'est-ce qui se passe ? Ils meurent tous. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que pour les Juifs, c'était un makom. Pour les Mitzrim, c'était pas un makom. Voilà le résumé de cette histoire en 2 phrases. Donc, Yaakov Avinu, il va essayer de trouver un makom. Un makom pourquoi ? Pour exister. Yaakov, il arrive, il est tout seul. Il ne vaut pas grand-chose. Il n'a pas d'avenir, il n'a pas d'argent. Rappelez-vous, il a été dépouillé de tout ce qu'il possédait. Ok ? La Gemara dit Ani Chashuv Kemet. Yaakov est arrivé comme un mort. Et il va revenir chez lui, et là il n'est plus mort du tout. Il a 4 femmes, 12 enfants, des trésors, une fortune colossale. Mais tout ça, ça vient d'où, mes chers amis ? Ça vient de ce que Yaakov, il s'est installé dans un endroit dans lequel on ne voulait pas de lui, chez Lavan, et il en a fait un makom. Et quand il a dit « Ma Nora a makom azé », c'est quoi Nora, mes chers amis ? Nora, ce n'est pas une expression qui est négative, qui est péjorative. C'est ce que c'est Nora ? Écoutez bien. Nora, c'est le côté extraordinaire d'une chose qui n'existe pas et qui tout d'un coup peut exister. Qui n'existe pas en elle-même, elle n'a pas de valeur intrinsèque, mais elle permet à toutes les autres choses d'exister. C'est un makom. Un makom lui-même, il ne vaut rien, mais quand il me permet de faire quelque chose, et quand je vais réaliser cette chose, alors le makom, tout d'un coup, il va avoir une valeur. Qu'est-ce que c'est qu'un lavan ? Un lavan, c'est quelque chose qui n'a aucune valeur. Mais quand sur le lavan, je dessine, alors tout d'un coup, ce que je dessine a de la valeur grâce au lavan. Donc le lavan, il a une valeur. Et c'est-à-dire que toute la vie de Yaakov, elle va être dans cet esprit-là.
Ok? Voilà. Alors, j'ai presque fini mon cours, mais avant, je voudrais conclure. Et je voudrais vous expliquer que ce que je viens de dire, que toutes les notions, elles se chevauchent, ok? C'est la définition de ce qui s'appelle la parole. C'est quoi une parole, mes chers amis? Une parole, c'est une réalité. Imaginez, je vais voir quelqu'un, je lui dis « je t'aime ». Et lui, il s'en fout. Il n'y a pas de répondant. Je l'aime moins. Moi, j'ai dit ma réalité. Mais ma réalité, elle a eu aucun effet. Tant pis pour moi. J'aurais dû apprendre à dire cette chose-là d'une autre façon. Imaginez, je viens, je vous fais un cours de Torah, personne ne m'écoute. On va me dire, ben écoute, ton langage, ton discours n'est pas adapté. Mais quoi adapté? Moi, ce que je vous dis, c'est des vérités. Ça change quoi, adapté ou pas adapté? Moi, j'ai connu un rave, il y a très très longtemps, quand j'étais enfant. Il faisait un discours à la synagogue, je ne sais plus si c'était le vendredi soir ou le samedi matin. Il parlait, enfin moi, dans mes souvenirs d'enfant, il parlait des heures. Et j'étais copain avec son petit-fils. Et un jour, je dis, pourquoi ton grand-père il parle tellement longtemps? Il m'a dit, justement, je lui ai posé la question. Je me rappelle, je vous assure, on avait peut-être 10 ans. Et il m'a dit, alors il me répond, il me dit, mon grand-père il m'a expliqué qu'il parle beaucoup, parce qu'il se dit toujours qu'il y a peut-être quelqu'un qui va capter quelque chose, et genre, ça vaut la peine de parler beaucoup. Bon, je me rappelle que petit enfant, ça m'avait plu comme explication. Ok? C'est une définition de la parole. Je parle. Puis au bout d'un moment, il y a quelque chose qui va entrer chez quelqu'un. On est 50, il y en a un qui précise une phrase, peut-être que finalement, je n'ai pas perdu mon temps. Ok? Il n'y a que d'énergie. Vous êtes tous d'accord avec moi que la vraie valeur de la parole, c'est ailleurs qu'elle se trouve. C'est quand j'exploite mes paroles. Cette capacité, cette faculté que j'ai, je veux lui donner un vrai sens. Et moi, ce que je veux vous expliquer, parce que ça fait déjà 2 ou 3 semaines qu'on revient sur le thème de la parole, et c'est quelque chose que je trouve être très très important, la parole, elle définit celui qui parle. Une parole, mes chers amis, elle doit être ciblée. Elle doit avoir un sens, et ce sens, il dépend forcément de celui qui m'écoute. Il y a sichatan shel ovdei avot. Il y a des choses dans la vie qui sont des réalités. Ouais. Je vais vous dire franchement, moi j'ai des enfants, ils ne sont pas très grands, ils sont petits, des petits-enfants. Je ne peux pas leur dire que des choses qu'ils comprennent. Donc je vais leur dire des choses qu'ils ne comprennent pas. Je vais leur imposer des choses. Et puis j'ai des enfants qui sont plus grands, à eux je ne peux pas leur imposer. Il faut que je leur explique des choses. J'ai besoin des deux. Vous, si vous êtes venus, c'est parce que quelque part, vous aviez confiance que le discours que j'allais dire serait un discours que vous pourriez comprendre. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Moi, je vais vous dire quelque chose. J'ai travaillé beaucoup cet après-midi pour préparer mon cours. À un moment, j'ai changé de cours. J'ai dit non, celui-là, je ne le comprends pas assez pour le rendre compréhensible. Et quand on fait comme ça, on construit des choses. Et en fait, la deuxième phase de la vie des Havot, c'est Toratan shel Banim. C'est-à-dire que c'est ce que les Havot ont voulu que l'on comprenne. Ils ont voulu que l'on s'en rappelle. Et le premier exemple dans la vie de Yaakov, c'est Makom. Makom, alors, je trouve que le Makom, c'est celui-là. Celui du Beth Amikdash. Vous savez, je l'avais déjà raconté, enfin j'aime bien raconter cette histoire. Il y a très très longtemps, il y a, 25 ans peut-être, on organisait des Shabbatot avec un ami à moi qui était destiné à des étudiants de l'université de Harat Sofim. D'accord? Et bon, c'était très très intéressant, on faisait des cours toutes les semaines, etc. Et souvent, c'était des gens qui étaient vraiment loin de la Torah. D'accord? Et un Shabbat, on avait fait un Shabbat magnifique, on avait loué une salle qui surplombe le Kotel. Je ne sais pas si vous voyez quand vous retournez, il y a la salle, je ne sais plus très bien ce qu'il y a marqué,
Enfin bref, il y a marqué que c'est une salle. À un moment, c'était un kollel Chabad. À un autre moment, c'était la soupe populaire. Enfin bref, c'est une salle qui a eu beaucoup comme ça de changements. Mais enfin, elle est placée. On est devant le kotel. Et ça se passe Shabbat après-midi. D'accord. Donc on était en train d'organiser la Souda Shlichit. Et il y avait des jeunes filles et des jeunes hommes. OK. Et on posait les tables et tout, c'était la panique, etc. Et tout le monde était un peu mélangé comme ça. Tout d'un coup, il y a 3 chassidim qui arrivent, des gens âgés. Hein, des gens âgés. Et je les entends dire, c'est qui les responsables ici, Bon, tout le monde me désigne. Et donc ils viennent me voir et me disent, dis-moi, ça va pas de faire ça ici? Je fais, faire quoi ici? Il me dit, quoi faire quoi ici? Des jeunes hommes, des jeunes filles mélangées? Alors moi, je vais leur expliquer, vous savez, c'est des gens qui comprennent. Non, il n'y a pas. Mais tu sais où tu es, là? Là, ici, là, il me montre le kotel, derrière le kotel, il me dit, là, Avraham Avinu, il a pris Yitzhak, il a fait un misbéar, il a attaché, il allait le sacrifier, et à Baruch Hu, il a arrêté. Là, Yaakov Avinu, il a dormi, là, il commence à me raconter toute l'histoire. Il me dit, on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe où. Il me dit, j'ai rien contre le fait que tu essaies de rapprocher des jeunes, bravo. Mais il y a des règles avec lesquelles on ne peut pas négocier. Bon, alors je me rappelle que je lui dis, ok, d'accord, j'ai compris. Il me dit, non, tout de suite. Je vous assure, c'était une scène incroyable. Mais après, du coup, il était sympathique parce que c'était pas méchant sa démarche. Genre, il ne pouvait pas supporter une chose pareille. Je me rappelle même, il m'a dit, attention, hein, je repasse dans quelques minutes. Hein. Et repassé. Bon bref, vous expliquer quoi? Macom, c'est vrai. Un endroit qui contient des choses extraordinaires, ça devient un endroit qui est extraordinaire. Des paroles qui contiennent des choses extraordinaires, ça devient des paroles extraordinaires. Et en fait, je crois que parmi ce que les Avot ont voulu nous faire comprendre, c'est le fait que la Torah, elle se transmet par la parole. Et ça valorise vraiment la parole. Et finalement, ça veut dire que dans ma vie, je dois me poser une question en permanence. Puisque comme on n'arrête pas de parler les uns les autres, à chaque fois on doit se demander, est-ce que ma parole, elle va véhiculer quelque chose d'extraordinaire? Et on se plaint souvent de ce qu'il y a des histoires, ou des malentendus, ou des lachonara, où il m'a dit, il m'a fait, ils ont dit de moi, ils ont ceci. C'est vrai, on est victime de la parole. C'est juste parce qu'on oublie que la parole, elle est un support, comme un macom. C'est moi qui le remplis. C'est moi qui lui donne cette dimension. Autant il y a des choses dans la vie qui sont des réalités qui s'imposent, elles sont immuables, autant il y a des choses, elles dépendent de ce que moi je fais d'elles. Et une parole, elle dépend non seulement de ce que je veux dire, mais de ce que l'autre entend aussi. Je ne peux pas me permettre de dire ce que je veux, et tant pis pour ceux qui m'écoutent. Non. Ceux qui m'écoutent donnent un sens à ma parole. Ils donnent une valeur, une dimension. Et je me dois de tenir compte de cela. Alors ça, c'est la deuxième partie, celle qui s'appelle un Toratam, un Shel, comme on a dit tout à l'heure, Toratam Shel Banim. La Torah des fils des Avot. Cette Torah-là, cet enseignement, ok, il s'appelle Koach HaDibur. Il s'appelle la force de la parole. Vous savez, je vais vous donner un petit exemple, c'est une illustration, mais on peut ne pas encore être confronté à ce problème, mais vous allez voir que dans la vie, Bézar Hachem, je vous le souhaite très bientôt, ça devient une vraie réalité. Vos enfants, tout ce que vous leur dites, c'est un enseignement. La question c'est, est-ce que vous leur enseignez quelque chose de bien ou quelque chose de mal? Moi, je peux vous dire, j'ai eu des enfants très jeunes et j'ai eu des enfants un peu moins jeunes. Et une des grandes différences qu'il y a, c'est qu'avec le temps, avec l'expérience, on apprend à mesurer la portée que nos enfants donnent à ce que l'on dit. Et c'est un travail de chaque seconde dans la vie. Chaque seconde dans la vie. Mais en même temps, c'est ce qui nous fait grandir. Qu'est-ce que c'est qu'un couple? Pareil. Un couple, c'est deux personnes qui se parlent et qui s'écoutent. Ou alors elles ne se parlent pas, elles ne s'écoutent pas, donc il n'y a pas de couple. C'est pas un vrai couple. Ou alors elles se parlent et elles s'écoutent et elles se comprennent.
Et celui qui dit des choses qui construisent, ou alors celui qui dit des choses qui les détruisent. Vous voyez? Et toute la vie, c'est comme ça, sans arrêt. Et encore une fois, on terminera notre cours en disant que la parole, c'est le plus beau cadeau qu'Hachem nous ait fait. Et l'un des enseignements des Havot, c'est de savoir utiliser cette parole. Et vous remarquerez que dans la Torah, il y a marqué un nombre incalculable, enfin j'exagère, mais très grand nombre de fois il y a marqué « Vayedaber Hachem El Moshe » les morts. Hachem a parlé, il a imposé sa parole en disant à Moshe, attention, quand tu vas le dire, il faut le dire avec la façon pour que les autres te comprennent. Il y a Vayedaber et il y a les morts dans le même verset. Et c'est tout la valeur de l'enseignement de la Torah. La Torah, c'est une chose qui s'impose, mais en même temps, elle veut être valorisée par la compréhension de ceux qui l'écoutent. Voilà, mes chers amis.